Une fois l'entreprise cible identifiée et approchée, comment va se passer le premier contact? Compte tenu de la culture de secret, sauf urgence, vouloir que ses interlocuteurs dévoilent immédiatement un maximum d'informations concernant qui leur stratégie, qui leur politique commerciale, qui leur politique industrielle et surtout leurs finances ne fait que les bloquer. Cela dit, les hommes ne sont généralement pas particulièrement opportunistes. S'ils ont accepté un contact, c'est que l'un ou l'autre élément de notre proposition les a intéressés. L'information n'est jamais divulguée que très progressivement et encore selon le principe du donnant-donnant. C'est au solliciteur, à nous, de fournir une information sur notre stratégie et nos intentions précises, de soumettre un projet avant que la cible elle-même ne se dévoile. Par contre, quand on a avancé ses propres positions, le vis-à-vis est alors redevable de l'équivalence d'informations. La manière dont les interlocuteurs réagissent à cet égard permet d'ailleurs de décoder leurs intentions. Si à ce stade ils ne se dévoilent pas, soit il y a des intérêts, soit de benchmarking pour le compte d'un tiers. Si par contre la cible joue le jeu et livre le niveau d'information équivalent à ce que nous avons fourni, vous pouvez programmer la prochaine rencontre d'interconnaissance et définir immédiatement l'ordre du jour de celle-ci. Une négociation bien menée se déroule en général en 5 étapes et prendra vraisemblablement entre 6 et 12 mois. Première étape, le fit stratégique. Il s'agit de vérifier si effectivement il y a conjonction des activités et s'il y a des vraies synergies. De s'assurer que les parties ont une vision et des ambitions convergentes. Mais aussi, bien évidemment, de s'assurer de la compatibilité humaine. Die Chemie muss stimmen. La deuxième étape, c'est le fit opérationnel. Si les premières conditions sont remplies, les Allemands ayant une forte culture de process, et compte tenu de leur inflexibilité légendaire, il s'agit de s'assurer que vous serez compatible justement en termes de process. Il s'agit donc de présenter ses propres méthodes, son outil de travail d'une manière générale. Si au terme de ce rendez-vous, le principe d'une nouvelle rencontre est acquis, on pourra en déduire qu'il y a un signe d'intérêt très fort. À la prochaine rencontre, on pourra faire avancer les positions des uns des autres d'une manière significative, tant au plan stratégique que maintenant au plan du rapprochement financier. La troisième étape, c'est le fit commercial. Il s'agit pour nous de mettre un pied dans le marché, donc il faut mettre au point un plan opérationnel. Quels produits seront l'objet de cross-selling? Qui gère quels marchés internationaux? Comment intégrer et coordonner les équipes commerciales? Comment mettre en place une politique de service et une logistique optimisée? La quatrième étape, c'est la dimension organisationnelle, d'une manière générale. Mais surtout, en cas de prise de participation, il s'agira très rapidement de mettre au point un possible pacte d'actionnaires, voire de constituer un Beirat ou un comité stratégique. Ceci afin de rassurer tout le monde au plan de l'autonomie d'exploitation. Pour ce faire, on suggérera de garantir à la cible le respect de ses propres modes opératoires pour son activité préexistante, c'est-à-dire pérenniser l'existant, lui confirmer le passé et lui permettant de consacrer le passé. Il s'agit de l'autre côté de se garantir soi-même une capacité d'intervention maximale pour les nouveaux développements, et en particulier celui de ses propres gammes et de son savoir-faire. Donc se ménager un champ d'action personnel afin de pouvoir investir le marché et dans le marché. Et en cas de prise de participation, ainsi de contrôler le futur. Enfin, relativement à la dimension financière, il s'agira de définir maintenant le périmètre de rapprochement dont on a vu qu'il pouvait être variable et évolutif dans le temps. Mais en même temps, il s'agit bien de définir les bases de valorisation, obtenir des garanties de contrôle à terme. En somme, à ce stade, il s'agit de mettre en place une lettre d'intention, une LOI, qui doit être la plus explicite possible, portant non seulement sur l'approche capitalistique et financière, ce qui se fait usuellement, mais aussi sur les approches opérationnelles et notamment commerciales. In fine, il s'agit surtout de ne pas s'engager avec une cible qui ne présente pas de fit stratégique et commercial.
Une fois la lettre d'intention signée, il s'agit de valider les bases de la transaction par des audits approfondis de la cible. Quelle doit être l'étendue des investigations? On va bien évidemment prendre en compte classiquement les hard facts sur le plan fiscal, légal, la gestion, la finance, la technique, la dimension environnementale, la recherche et développement, etc. Mais, compte tenu de la différence culturelle entre la France et l'Allemagne, il importe aussi de faire des investigations conséquentes au plan des soft facts, c'est-à-dire de l'humain, de la culture de l'entreprise. Il s'agit de procéder à une véritable audit des valeurs clés de l'entreprise, des hommes du management et des dimensions opérationnelles des commerciaux. Ceci est indispensable car il n'y a pas de chômage des cadres en Allemagne. Dès lors que leur univers devient précaire et que la structure sur laquelle ils ont misé une bonne partie de leur carrière devient incertaine, les hommes ont vite fait de quitter le navire. On assiste même à des essaimages collectifs à destination de concurrents, voire au fin de la genèse d'un nouveau concurrent, ce qui va entraîner des perturbations irrémédiables. Une bonne partie des créations d'entreprises en Allemagne procèdent de ce phénomène, l'essaimage. Il faut donc éviter que les hommes clés s'en aillent et donc faire des audits conséquents pour se garantir leur pérennité.